Dans ce journal, vous aurez le point du Conseil des ministres tenu aujourd'hui. Des commissaires de police ont été nommés à des grades supérieurs. Aussi, le dossier de bitumage de l'axe Waiguya-Tougon a été abordé. Dans le monde judiciaire, 39 nouveaux agents font leur entrée, prestation de serment aujourd'hui suite à leur nomination au Conseil des ministres. Les principales missions de l'agent judiciaire de l'État seront détaillées dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous suivre. Dernier Conseil des ministres tenu aujourd'hui 17 février sur la table des échanges. Plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés. Il s'agit notamment de la nomination de commissaires de police à des grades supérieurs. Le Conseil a également adopté un accord donc de prêt pour le bitumage de l'axe Waiguya-Tougon plutôt. Michael Toukri pour les précisions. Au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de commissaires de police à des grades supérieurs, et ce, conformément au statut des agents de la police nationale de 2018. Au ministère en charge de l'économie, c'est un décret portant sur le statut de l'agent judiciaire de l'État qui a été adopté. Ils auront désormais droit à des indemnités conséquentes, explique le ministre en charge de la communication, afin de mener à bien leur mission, défendre les intérêts de l'État en justice. Pour les années 2019 et 2020, le Conseil a agréé et adopté donc la nomination de 4 inspecteurs généraux de police, de 21 contrôleurs généraux, de 37 commissaires divisionnaires et de 84 commissaires principaux de police. Le Conseil, toujours au titre de ce ministère, a adopté donc 2 décrets portant approbation des statuts de l'École nationale de police et de l'Académie de police. Alors, au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant donc statut de l'agent judiciaire de l'État et des agents judiciaires adjoints de l'État. Et ces agents sont considérés comme des auxiliaires de justice pour l'État pour gérer le contentieux de l'État. Et puisque vous savez très bien que de plus en plus, l'État et ses démembrements sont aussi astreints devant les tribunaux. Le Conseil des ministres a donc agréé qu'il leur soit alloué donc des indemnités. Et donc, comme je le disais, en application d'une loi de 2019. Autre dossier approuvé par le Conseil des ministres, un accord de prêt pour le bitumage de la route Waiguya-Tougon, longue de 94 km, dont les travaux pourraient commencer dès 2022. Et toujours au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a validé l'appel d'offres pour le bitumage des routes régionales numéro 1 et 7 dans le plateau central. Toujours au titre des délibérations, mais cette fois-ci au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres restreint, accéléré pour les travaux de construction et de bitumage des routes régionales numéro 1, c'est Zorgo dans la province du Ganzourgou, Zorgo-Tanguin, et route régionale numéro 7, Tanguin-Mégué. Donc le trajet fera Zorgo-Tanguin-Mégué, c'est un trajet de 25 km. Et ces travaux sont estimés à 5 milliards de francs CFA, 549 millions. Ces travaux sont donc attribués à l'entreprise SONAF pour un délai d'exécution de 14 mois. Au ministère de Stanislas Waro, le Conseil des ministres a été informé de l'inscription de 104 000 élèves dont les parents sont des personnes déplacées internes. Le porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, a réagi sur le rapport du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget Sifoweb. Le document publié la semaine dernière fait cas d'un surplus de salaire de plus de 2 milliards de francs CFA perçus par les membres du gouvernement entre 2016 et 2019. Le porte-parole du gouvernement, en s'expliquant, fait cas d'une éventuelle révision du décret portant rémunération des membres du gouvernement. On prend acte de ce rapport qui est une contribution citoyenne à la bonne gestion des deniers publics. Elle propose des voies de solution. Le gouvernement certainement avisera et certainement se mettra dans une dynamique enclenchée depuis 2018 de faire en sorte qu'il y ait une sorte aussi d'équité dans la rémunération des uns et des autres. Je ne parle pas d'égalité, l'équité étant naturellement différente de l'équité. Donc je pense que c'est important aussi de donner cette mesure à ce rapport. Il ne s'agit pas d'une affaire d'État, il s'agit simplement, de mon point de vue, d'une situation connue depuis très longtemps
et qui peut donc nous amener à 2 types d'actions, soit le respect strict du décret, soit travailler dans un chantier plus vaste de rémunération dans la fonction publique, dans les services annexes, de faire en sorte peut-être que le décret aussi puisse être révisé. Je ne pense pas que le CIFOEB ait systématiquement proscrit cette hypothèse de révision du décret. Mais en temps opportun, naturellement, lorsque le gouvernement aura fini de bâtir naturellement son schéma, il le portera naturellement à la connaissance de l'opinion. Clôture hier mardi du 7e sommet ordinaire du G5 Sahel tenu à N'Djamena, au Tchad. De nombreuses décisions ont été prises par les chefs d'État à ce sommet pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Sur la question de la présence des troupes françaises en Afrique, les chefs d'État ont décidé, selon le diplomate burkinabé Alpha Bari, de reporter le retrait des troupes françaises. Maxime Jules-Bambara pour en parler. Annoncé comme l'une des grandes décisions attendues au sommet du G5 Sahel tenu à N'Djamena au Tchad les 15 et 16 février, la réduction de l'effectif des soldats français en Afrique n'aura été que l'effet d'une fausse promesse. Contre toute attente, le président français a, à l'issue du sommet, annoncé le renforcement de cet effectif, estimé actuellement à plus de 5000 hommes. Je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement des hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudiés, serait une erreur. Nous sommes là-bas parce que nous avons destin lié avec le Sahel. Si le Sahel tombe aux mains du terrorisme, progressivement l'Afrique tombera aux mains du terrorisme islamiste et l'Europe vivra les conséquences de ce drame. Selon le diplomate burkinabé Alpha Bari, le retrait d'une partie des troupes françaises qui avait été annoncé va être différé, le temps de permettre aux Africains de mieux s'organiser pour faire face au manque d'effectifs. Vous l'avez appris aussi, le désengagement d'une partie des troupes françaises qui avait été annoncé par les autorités françaises, ce désengagement-là va être différé, le temps que les Africains puissent mieux s'organiser à faire face donc à ce manque de troupes. Mais ce manque de troupes-là va être comblé aussi par, comme je l'ai dit, par le fait que beaucoup de pays européens surtout s'engagent à venir nous appuyer. Dans son discours, le nouveau président en exercice du G5 Sahel, Idriss Déby Itno, a invité ses pairs à accentuer la lutte contre la pauvreté et le chômage à travers des actions de développement dont sont tributaires le succès de la lutte contre le terrorisme. Nous avons pris le rendez-vous avec l'histoire. Nous avons pris l'engagement résolu de prendre notre destin en main, car notre espace a connu une combinaison macabre de calamités à répétition, tant d'origine naturelle que du fait de l'homme. Le succès de la lutte contre le terrorisme est fortement tributaire des actions de développement. La misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent dans notre espace. À ce 7e sommet ordinaire du G5 Sahel, les chefs d'État ont décidé du déploiement des troupes tchadiennes pour renforcer les actions de lutte sur le terrain. Ce sommet a par ailleurs décidé, sur initiative de la République islamique de Mauritanie, de mettre en place un prix dénommé Prix du Sahel pour la promotion de la culture de la paix, afin de promouvoir une culture de la paix et de la tolérance dans l'espace Sahel. Et puis une réaction sur la position de la France par rapport au retrait de ses troupes. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24 le lundi 4 janvier dernier, la ministre française des Armées affirmait une réduction du contingent français présent au Sahel. Décision curieusement annulée ces derniers jours par le président Emmanuel Macron qui exclut pour l'instant donc un retrait des troupes françaises. Et selon donc Serge Bayala, l'un des principaux organisateurs du contre-sommet de Pau en France, ce pays fait preuve d'un manque de réalisme et de pragmatisme. Je vous propose d'écouter donc l'activiste panafricaniste.
Macron qui dit qu'on allait retirer 600 soldats en janvier, une annonce qui a été faite par Madame la ministre de la Défense, et qui revient sur ses propos, nous ne faisons que constater une France incapable de se décider par rapport à elle-même. La seule chose que nous regrettons, c'est que nous nous maintenons dans un postulat de déléguer nos responsabilités à des magies occidentales ou à des magies extérieures. Nous ne croyons pas en la capacité des recettes extérieures à l'Afrique à résoudre des problèmes qui sont les nôtres. Et la preuve, c'est que 8 ans après la multiplicité je dirais tout simplement des réponses européennes au conflit sahélo-sahélien, on se rend compte que malgré leur multiplicité de munissement à Barkhane, de Barkhane à Kabuta, qui est la nouvelle mission, on se rend compte que le terrorisme gagne du terrain, il occupe plus de géographie, menace même la Golfe de Guinée, alors que l'ensemble de ces organes-là étaient censés limiter, sinon anéantir le phénomène terroriste. Et donc nous pensons que si les réponses européennes n'arrivent pas à bout de nos problèmes, nous ne sommes pas contre la charité internationale, mais nous sommes contre la charité internationale qui nous responsabilise, qui nous amène à devenir responsables de nos propres destins. Et nous considérons que ce énième sommet qui réaffirme la position et la posture de la France au Sahel, c'est une posture qui ne convient pas aux défis. Et nous croyons plutôt à celle que l'Union africaine attend apporter lors de ce sommet qui a eu lieu avec une réponse africaine de 3000 soldats, d'un contingent de 3000 soldats. Nous croyons à celle de la CEDEAO, parce que l'ECOMOG est venu quand même à bout de conflits importants en Sierra Leone et en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, nous avons encore bel souvenir de ces prouesses d'initiatives africaines. Et toujours sur les conclusions de ce sommet du G5 Sahel au Tchad, nous vous proposons des réactions de citoyens maliens. C'est dans cet élément. Je crois que c'est une très belle chose. Et aussi par rapport au Mali, à travers une visioconférence, le président français a salué les autorités de la transition et où il disait que la transition a fait mieux en quelques mois que même les régimes qui ont passé il y a 3 ans. Et cela nous augure des belles perspectives par rapport au Sahel. Aujourd'hui, quoi qu'on le dise, la guerre qui nous impose le terrorisme, c'est une guerre de long à long et c'est une guerre aussi qui nécessite beaucoup de moyens. Et si la France va toujours continuer dans ce sens à accompagner le Mali, je ne vois pas du mal dedans. Et je pense que quand on essaie de voir le sommet de Djamena, on peut dire que ce n'est pas un sommet de trop. Oui, pour la première fois, je suis d'accord avec le président Emmanuel Macron. Les autorités de transition ont fait mieux en un temps court que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les raisons sont là, tout passe par la stabilité. Nous avons aujourd'hui en quelques mois un pays stable sur le point sécuritaire. Là, je suis d'accord avec le président Emmanuel Macron. Je pense que si le sommet aurait pu attendre la présence ou en tout cas les déplacements effectifs des forces tchadiennes avant de faire cette annonce. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit que les Tchadiens allaient venir renforcer leurs homologues du Mali, du Burkina et du Niger au niveau des 3 frontières. Et c'est une bonne chose pour moi parce que quand vous regardez au niveau du Burkina et puis du Niger, il y a de moins en moins d'attaques. Donc ça veut dire que de plus en plus, les forces de défense et de sécurité du côté du Burkina et du côté nigérien, ils arrivent à en tout cas maîtriser l'hydre terroriste à ce niveau. Je pense aussi que il ne faut pas exclure le fait aussi de dialoguer parce que les armes ne peuvent pas aussi tout résoudre à ce niveau. Donc il faut aussi dialoguer parce qu'avant tout ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés, ce sont des Nigériens, ce sont des Tchadiens qui ont pris les armes contre les pays. Pourquoi ont-ils pris les armes? Donc c'est pourquoi le G5 ne doit pas être que sécuritaire, il faut aussi qu'il soit social, c'est-à-dire le développement social. Voilà, donc quant à l'issue de ce sommet, je m'y attendais. Le non-retrait des forces Barkhane et puis aussi le renforcement des forces de sécurité au niveau des 3 frontières.
Des propos recueillis par Borema Soulo, notre correspondant permanent au Mali. Dans la suite de ce journal, le ballet citoyen face à la presse hier mardi à son siège. À cette rencontre, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Réconciliation nationale, double facturation de l'ONEA, également rouverture des frontières. Les précisions dans cet élément de Ami Valiant qui porte la voix de Fatima Tanikiema. Sans la justice, pas de réconciliation nationale. C'est la position du mouvement Ballet citoyen. Une prise de position défendue devant la presse par Eric Ismaël Kinda et ses camarades. Pour cette organisation de la société civile, le chemin vers la réconciliation nationale doit passer d'abord par les étapes de la vérité et de la justice. Nous, au Ballet citoyen, nous pensons que il y a plus un problème, des problèmes structurels que des problèmes de réconciliation. Les problèmes structurels au niveau de la justice, on essaie de le répéter. C'est des entrepreneurs politiques qui nous ont imposé cette thématique-là. Il y a des faits qui ont été posés, il y a eu des indices, il y a des témoins, et on attend seulement que la justice fasse son travail, mais aussi que les pouvoirs publics montrent qu'ils sont sujets de la justice, mais rien n'est fait. On a tous suivi l'affaire de Yirgou. Les enquêtes ont montré pas mal de choses, et au moment où les juges étaient prêts à passer à l'acte, il y a eu des pressions au niveau politique. Et après, on va dire que c'est une question de réconciliation nationale. Voilà. Dans cette question de la réconciliation nationale, vous êtes d'accord avec nous qu'on veut mettre tout dedans. La réforme engagée dans le système de facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA était également à l'ordre du jour de ce point de presse. Le ballet citoyen demande la suspension pure et simple de cette réforme afin d'engager un audit technique et d'impact du nouveau mécanisme sur l'amélioration du service et la satisfaction des clients. Il faut dire qu'au moment où nous tenons cette conférence de presse, nous avons adressé une demande d'audience pour rencontrer les premiers responsables de l'ONEA. Mais avant, nous, on a demandé à l'ONEA de suspendre la nouvelle facturation afin qu'on puisse faire voir clair dedans à travers un audit. Et c'est aussi une occasion pour nous aussi de demander à l'ONEA que déjà même avant cette double facturation, la facture était déjà élevée. Vous savez qu'au Burkina, nous avons l'eau et l'électricité les plus chères du monde. Hein. On n'invente pas, ce n'est pas le ballet citoyen qui invente, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est certainement une occasion pour nous de demander à l'ONEA de revoir même le coût au mètre cube à la baisse pour que ça puisse être à la portée du Burkinabé moyen. Voilà. Autre point abordé à cette rencontre, c'est la question de la réouverture des frontières terrestres. À ce niveau, les conférenciers du jour plaident pour une réouverture des frontières des pays membres de l'espace CEDEAO. Cela doit être accompagné par une prise de mesures nécessaires. Nous demandons aux autorités de ce pays-là et à l'ensemble des pays de la CEDEAO de lever rapidement la fermeture des frontières et d'avoir le courage de les ouvrir et mettre en place de vrais dispositifs pour contrôler. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux, comme on fait dans les aéroports. Parce que nous sommes dans des pays et on continue à instaurer une culture des privilégiés, une culture des pauvres. Et on aggrave la situation. Il y en a qui ont des privilèges, il suffit d'arriver à l'aéroport avec son statut de député ou de maire ou de ministre. On se fait rapidement un test, on prend l'avion, classe affaires. Non, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pendant ce temps, un Burkinabé veut même se rendre en Côte d'Ivoire, soit pour des raisons familiales ou pour des raisons économiques, il ne peut pas le faire. Il continue de s'enfoncer, de rester dans la pauvreté. Et nous, au niveau du ballet citoyen, nous disons tout à fait inacceptable cette situation-là. Le ballet citoyen a annoncé la tenue d'un forum et des conférences publiques en collaboration avec les forces patriotiques pour dénoncer l'impunité. Des réunions populaires dans les villes et villages pour promouvoir la paix sociale. Je veux parler en titre de la prestation de serment des 39 nouveaux agents judiciaires de l'État ce mercredi au tribunal de grande instance de Ouagadougou, nommé par décret un conseil des ministres et sur proposition du ministre en charge des Finances. Ces agents font ainsi leur premier pas dans leur prise de fonction. Leurs missions sont expliquées dans ce reportage signé Sanata Serré. L'agent judiciaire de l'État et les agents judiciaires adjoints ont solennellement pris l'engagement devant la cour d'appel de Ouagadougou et le peuple burkinabé de défendre loyalement les intérêts de l'État
ce avec dignité, conscience et probité. Et le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou de rappeler à ses agents les substances de leur engagement. L'agent judiciaire de l'État et ses adjoints sont chargés, entre autres, de représenter l'État devant les juridictions et les instances arbitrales nationales et internationales. Et en dehors de la représentation et du conseil, justement, l'agent judiciaire de l'État et ses adjoints sont chargés de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être, j'allais dire, gravement touché et de fait de leurs fautes personnelles. Et en dehors donc de cela, bien évidemment, l'agent judiciaire de l'État est chargé de façon générale de la contribution à l'exécution des décisions de justice qui ont été rendues au profit des particuliers, mais également de travailler à l'exécution forcée des décisions de justice qui ont été rendues au profit de l'État. Selon Karfa Nyanou, il est également du devoir de l'agent judiciaire de l'État et ses adjoints de veiller à l'exécution des décisions de justice qui rend l'État débiteur. C'est-à-dire là où l'État doit soit poser un acte ou soit payer de l'argent. Mais veiller là, ça veut dire que c'est vraiment une obligation de moyens. Il nous appartient de poser les actes préalables nécessaires pour faciliter l'exécution de la justice, d'initier les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour permettre l'exécution de la décision de justice. Donc l'agence est chargée de tout mettre en œuvre pour que les débiteurs précis, à savoir les départements ministériels, les institutions qui sont chargés de prendre les actes administratifs qui vont consacrer l'exécution de la justice, ou bien également lorsqu'il s'agit de paiement, de poser les actes préalables avant le paiement effectif, que ces actes-là puissent être posés et en tout cas pour que la décision de justice qui a été rendue ait un sens complet. L'agence judiciaire de l'État a été créée en remplacement de l'agence judiciaire du Trésor avec des missions plus larges. Et ces agents se disent conscients et prêts à remplir ses obligations. Les missions ont été étendues et si vous avez bien écouté le tribunal, que ce soit le président ou le procureur, ils ont bien expliqué que les compétences ont été diversifiées au sein de l'agence judiciaire de l'État pour prendre en compte d'autres compétences afin que les intérêts de l'État puissent être bien défendus. Nous sommes conscients de nos missions, mais il faut dire que nous avions la chance d'exercer déjà en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor. Donc nous maîtrisons les missions qui s'imposent à nous. Et donc ce serment est un renouvellement et nous nous engageons donc à les respecter, à mettre tout en œuvre pour que les intérêts du peuple burkinabé soient sauvegardés et respectés. L'agence compte en son sein un agent judiciaire de l'État et 40 agents judiciaires adjoints de l'État avec des compétences diversifiées. Il s'agit entre autres d'inspecteurs du Trésor et des impôts, d'administrateurs des services financiers, des juristes, des greffiers, des commissaires de police, d'un assistant juridique et d'un inspecteur du travail. La Direction générale des impôts tient les 18 et 19 février prochains le Forum national sur la stratégie de promotion du civisme fiscal. Ce cadre va exposer plusieurs enjeux et donner l'occasion aux acteurs de débattre et de trouver de nouvelles formules. On en parle avec Sanata Serré. L'incivisme fiscal est défini comme le non-respect des obligations fiscales du contribuable. Et c'est dans le but de promouvoir le civisme fiscal et d'améliorer les ressources de l'État et des collectivités que la Direction générale des impôts organise du 18 au 19 février un forum national sur les stratégies de promotion du civisme fiscal. Ce rendez-vous va permettre de fournir des outils optimaux afin de maintenir le civisme fiscal. Il faut dire qu'au niveau de la Direction générale des impôts, avec l'appui de nos partenaires, nous avons pu engager une étude sur la stratégie de promotion donc, du civisme fiscal au niveau du Burkina Faso. Ce faisant, cette étude a abouti à des conclusions, a dégagé donc de grands axes. Et c'est sur le contenu de cette étude, les grands axes, les grandes orientations de cette étude que nous voulons en tout cas organiser le partage avec l'ensemble des parties prenantes pour que nous puissions discuter ensemble sur ces éléments et bien sûr dégager des conclusions qui nous permettront en tout cas de mettre en œuvre cette stratégie-là dans les meilleures conditions et bien sûr en impliquant toutes les parties prenantes. Est également attendu de ce forum un échange entre acteurs du domaine sur la promotion du civisme fiscal, l'examen et l'état des lieux de ce phénomène au Burkina Faso. Nous allons examiner en fait les facteurs d'incivisme fiscal. Nous allons examiner les déterminants du civisme fiscal et nous allons aborder bien sûr les solutions qu'il faut apporter pour améliorer le civisme fiscal. Vous savez, aujourd'hui, dans les rapports entre l'administration et le contribuable, il y a des évolutions
Et il faut bien qu'on puisse prendre en compte l'environnement actuel pour mieux axer la démarche de l'administration et aussi entendre les préoccupations donc, du contribuable qui puissent nous permettre ensemble de tendre vers l'objectif commun. Le forum se tiendra sous forme de panel et va réunir une cinquantaine de participants issus du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, de la Direction générale des impôts, du secteur public et privé et des organisations de la société civile. Le 9 février dernier, le ministère en charge de l'urbanisme annonçait dans une circulaire la suspension temporaire du traitement des dossiers de promotion immobilière au Burkina et par rapport à cela, le nouveau ministre du département indique avoir constaté des dérives dans la pratique de cette activité. Un expert de la question nous explique les différentes dérives, donc on en parle dans ce reportage. Pour l'expert foncier et domanial Basile Darga, il fallait une telle décision pour stopper les dérives dans la promotion immobilière au Burkina Faso. Et les cas de dérives ont été documentés par plusieurs commissions d'enquête, dont celle de l'Assemblée nationale. La suspension, je la trouve nécessaire. Il ne faut pas attendre que la bombe explose, il faut anticiper. La dérive est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la maîtrise foncière. C'est-à-dire comment les promoteurs acquièrent les terres pour faire l'activité. Et à ce niveau, tous les constats révèlent qu'il y a de l'accaparement foncier. Deuxième dérive, elle est liée au contenu même de l'activité. Vous savez, comme vous avez dû lire dans la note, la promotion immobilière consiste à acquérir des terres, les aménager, à construire et les produits destinés à la vente. Troisième dérive, c'est les modalités d'accès à la terre. Je ne sais pas quelles sont les statistiques réelles, mais je suis sûr qu'actuellement, au niveau des tribunaux, il doit y avoir beaucoup de contestations sur les procédures d'acquisition des terres par les promoteurs. L'expert foncier de justifier cette prise de décision par le fait que les sociétés immobilières ne respectent pas leur cahier de charges. Selon Basile Darga, promotion immobilière n'est pas égale à promotion foncière. À travers cette décision, le gouvernement veut se rendre à l'évidence que le foncier au Burkina Faso reste une question épineuse. Il y a beaucoup qui, au mépris de la loi, vont annexer purement et simplement des propriétés privées ou des exploitations de tierces personnes. Voilà, et il crée une situation de fait où les gens sont amenés à aller discuter, voilà, négocier, voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc je pense que les dérives sont nombreuses et de mon point de vue, il faut les corriger. Ce n'est pas encore tard, il ne faut pas attendre que la bombe explose, il faut anticiper pour que ça ne soit pas une poudrière foncière. À cela, Basile Darga estime qu'il faut encadrer la promotion immobilière au Burkina Faso au regard du nombre très élevé de sociétés immobilières. À vider le contenu de la promotion immobilière. Sinon, 500 promoteurs immobiliers, vous savez, pour la promotion immobilière, ça mobilise de l'argent, ça mobilise des compétences, ça mobilise des techniciens. Si on veut la faire dans les règles de l'art, ces 500, il y en a qui vont disparaître. Donc je pense que le nombre est trop. Je pense qu'il faut recadrer l'activité pour que les promoteurs qui vont rester soient vraiment des promoteurs professionnels et qui offrent des produits de qualité aux citoyens. Afin d'éviter une crise foncière, il convient pour Basile Darga que tous les acteurs puissent se retrouver pour échanger et rappeler aux sociétés de promotion immobilière leur cahier de charges et surtout veiller à la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête parlementaire. Reportage signé Michael Toukri, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans pour refermer ce journal. Pour leur 4e sortie, les étalons juniors seront face à la Centrafrique et ce match, ils doivent absolument le remporter au risque d'être défavorisés dans la suite de la compétition. Assami Touré, notre envoyé spécial à Nouakchott en Mauritanie, nous parle de la conférence d'avant-match de ce mercredi donc entre les deux équipes. C'est ce jeudi que les étalons juniors entrent pour la seconde fois dans cette CAN des moins de 20 ans. Après le score de 0 but partout lors du premier match face à la Tunisie, ce match contre la Centrafrique est très attendu. En conférence d'avant-match, Oscar Barrow a fait savoir que cette rencontre déterminera la suite de la compétition pour les étalons. Je pense que ce match, on va aller chercher les Centrafricains pour nous mettre à l'abri de tout désagrément, mais en ayant en tête qu'il faut être également et très attentif pour ne pas se faire surprendre. Parce que le match de demain, je pense que c'est un match très capital pour nous,
Et en ce sens qu'il faut tout faire pour engager les 3 points. Et bien pour cela, nous allons partir pied au plancher et pour aller chercher les Centrafricains, les amener à la faute et puis trouver la faille. Voilà, avant toute chose, mais en ayant en tête également qu'il ne faut pas se découvrir. Naturellement, pour avoir le gain du match, il est nécessaire de réaménager l'équipe. Oscar Barrow compte pour ce match réorganiser la charnière défensive et sur les côtés. L'arrivée de Fiacre Bottier Kwame, compromis, sera très important pour l'effectif. Mais pour ce deuxième match, pas évident qu'il soit en forme pour débuter. Nous avons vu dans le match passé qu'on avait quand même des difficultés sur certains bastions, sur certains éléments. Donc je pense que c'est des corrections à apporter pour permettre à l'équipe de retrouver toute sa plénitude. Des éléments à retrouver également, comme vous l'avez si bien dit, et Bottier arrive ce soir. Je pense que c'était le joueur le plus attendu au niveau côté burkinabé. Voilà, et avec l'équipe tunisienne, même le coach tunisien m'a demandé où est Bottier, on ne l'a pas vu. C'est dit donc que c'est le joueur le plus attendu. Et je pense qu'il arrive ce soir. Mais dire qu'on va l'injecter demain, c'est déjà trop dit parce que nous allons nous acquérir de son état de forme. Voilà, avant de faire quoi que ce soit, nous sommes en football. Et voilà, il ne faut pas sacrifier les gens pour les sacrifier. Il faut voir son état de forme avant d'entreprendre quoi que ce soit par rapport à lui. L'atmosphère au sein du groupe n'a pas changé. Le moral est toujours au beau fixe et tous les joueurs sont conscients de l'enjeu de cette rencontre, à en croire Ibrahim Bansé en conférence d'avant-match. L'état d'esprit du groupe est toujours la même, comme nous étions à l'UFOA, positif. On est tous soudés, tous unis pour le même objectif. Pour rappel, dans ce groupe B, toutes les 4 équipes ont besoin de victoires afin de pouvoir se positionner favorablement pour les quarts de finale. Match attendu donc ce jeudi à partir de 19h, temps universel. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain.